Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Force Solidaire. Aujourd'hui, on se retrouve pour un débat sur la gestation pour autrui et la procréation médicale assistée. Aujourd'hui, deux personnes vont s'affronter sur le terrain des idées. Raphaël Venot, président de Force Solidaire que je ne vous présente plus, et de l'autre, notre invité pour cette émission, Adrien, un élève ingénieur à l'ESCT Cachan qui aime bien lire et s'informer sur la politique de son côté. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que Force Solidaire est un mouvement politique, patriote, souverainiste et méritocrate, et que nous allons produire de plus en plus de contenu, des articles, des conférences et de nombreuses autres choses. Si vous souhaitez nous aider, n'hésitez pas à adhérer, l'adhésion est à 10 € minimum et tout cela se passe sur notre site. Avant de commencer ce débat, nous allons recommencer par poser quelques définitions, quelques chiffres pour mettre en contexte ce débat. Commençons par rappeler la définition de la procréation médicale assistée. La procréation médicalement assistée est un ensemble de pratiques cliniques et biologiques où la médecine intervient dans la procréation. Quant à la gestation pour autrui, elle désigne l'ensemble des méthodes dans lesquelles l'embryon est implanté dans l'utérus d'une femme tierce, qu'on appelle souvent une mère porteuse. Il est encore plus intéressant de s'intéresser à ces questions puisqu'il y a peu, une loi est passée et une loi est en train d'être discutée actuellement à l'Assemblée nationale. C'est le projet de la loi relatif à la bioéthique qui a été présenté en Conseil des ministres le 24 juillet 2019. La loi bioéthique souhaite élargir l'accès aux technologies disponibles sans s'affranchir de nos principes éthiques. Du moins, c'est ce qu'il y a écrit sur le papier. 60% des Français sont favorables à la PMA pour toutes et 53% à la GPA pour les couples homosexuels. Nous allons donc commencer par une réaction à ces chiffres. Adrien, que pensez-vous de ces chiffres ? Je pense que ces chiffres sont assez logiques quand on considère l'évolution actuelle de notre société. On est passé d'une société qui était, il y a 170 ans, très patriarcale et basée sur une famille structurelle qu'on dirait classique, à une vision d'une société qui est devenue de plus en plus libérale, où chacun peut plus ou moins euh, se mettre ou rester en relation avec les personnes selon des critères plus, qui sont plus basés sur des concepts comme long plutôt que sur des concepts de devoir familial. Et donc forcément, on arrive dans une société qui met en place ces relations entre individus. Et donc forcément, il est logique, quand on considère que l'amour est ce qui est le plus important d'une relation, de vouloir que les différentes personnes qui ont ces relations puissent avoir des enfants. Donc, logiquement, ma position est que je suis également en faveur de la PMA et donc par extension de la GPA, parce que j'estime que c'est quelque chose, c'est simplement le droit d'avoir un enfant est un droit qui devrait être accordé à tous ceux qui bien sûr, à condition qu'ils soient responsables d'eux-mêmes, de ceux qui le désirent. Très bien, merci. Quant à vous, Raphaël, une réaction sur ce chiffre ? Alors, ces chiffres, je les connais bien. Pour la statistique sur l'opinion des Français sur la PMA, c'est une étude qui date de 2019 de l'IFOP. Et effectivement, ça démontre un effondrement de la conception traditionnelle de la famille. C'est tout à fait clair, nous sommes tout à fait d'accord. Cependant, d'autres chiffres ont été avancés par des milieux un petit peu moins conventionnels. Notamment, la Manif pour tous montre que, en 2019, donc la même année, une autre étude avait été faite par l'IFOP également, où l'intitulé de la question était un petit peu différente. Elle n'était pas être favorable au projet de loi de l'ouverture de la PMA pour toutes, mais expliquer le détail de ce projet de loi en expliquant est-ce que vous êtes favorable à la création d'enfants sans père. Et sous cette formulation, on s'aperçoit effectivement que le taux diminue et passe en dessous de 50%, vers 40% à peu près. Donc ces chiffres, effectivement, ne m'étonnent pas plus que ça, puisqu'on a effectivement un effondrement de la famille traditionnelle, mais il ne faut pas trop attacher d'importance à ces chiffres, puisque l'évolution de la société va se faire aussi dans un contexte de débat, et que la population ne connaît pas tous les détails de la loi bioéthique. Et en informant la population, on voit, en revanche, que l'adhésion diminue très largement. Très bien, très bien. Je... Nous allons forcément revenir sur cette loi, mais juste avant de continuer, Adrien nous a donné sa position sur la GPA et la PMA, qui s'est donc prononcé en faveur. Quant à toi, Raphaël, quelle est ta position sur ces deux questions-là ?
Alors, j'ai une position qui relève de mes opinions à la fois philosophiques, éthiques, morales, mais aussi de conception politique, qui fait que je suis en défaveur absolument de l'ouverture de la PMA pour les femmes seules, qui me semble tout à fait être une très mauvaise idée pour de nombreuses raisons que j'évoquerai plus tard. Je suis également en défaveur de l'ouverture de la GPA, qui actuellement est interdite en France, et on nous dit qu'elle sera toujours interdite, chose à laquelle je ne crois pas. Et je suis aussi en défaveur de l'ouverture de la PMA pour les couples lesbiens, même si j'émets des réserves un petit peu différentes et plus faibles que pour celles pour les femmes seules. Aussi, dernier point, pour ce qui est de la technique de la PMA pour les couples mariés traditionnels hétérosexuels, on peut également émettre des réserves compte tenu de comment la PMA est faite, et je vous invite à vous renseigner sur le problème des embryons surnuméraires, donc des embryons qu'on fait en plus pour assurer la réalisation de la PMA et qui sont congelés. Mais actuellement, la science nous permet d'avoir une technique de PMA qui me semble plus éthique, avec une congélation non pas des embryons, mais des ovocytes. C'est une technique qui est au point et qu'on peut développer, et ce qui me permet de dire que je suis en faveur de la PMA pour les couples hétérosexuels et en défaveur pour les autres formes de procréation médicalement assistée. Une réaction, Adrien? Alors, je vais essayer de répondre en point par point parce que je pense que tu as dit beaucoup de choses importantes, Raphaël, dans ce que tu disais. Donc, tu n'es pas fondamentalement opposé à la PMA en soi, si j'ai bien compris, La mais tu es... PMA pour couples hétérosexuels, avec les nouvelles technologies qui sont possibles, effectivement, je ne suis pas en Bien désaccord. compris. J'ai bien compris. Donc, en fait, déjà, je pense qu'il faut repartir un peu sur l'histoire de ce que c'est la PMA parce que il faut comprendre que la PMA existe déjà en France. Ça, on est d'accord, je pense. La Bien sûr, PMA, tout au à sens fait, elle est remboursée, tout à fait, elle existe. c'est quelque chose qui a été imaginé au XVIIIe siècle, c'est pour permettre au départ à des hommes et des personnes stériles d'avoir des enfants, comme tu l'as très bien dit. Donc tu veux revenir déjà en arrière, au départ, sur le principe de la fécondation in vitro, sur ces principes comme tu dis, de congélation d'embryons, parce que tu considères qu'ils ne sont pas éthiques par principe. Non, Donc, tu peux pas... non, je ne suis pas pour revenir en arrière, ça ce sont mes principes éthiques, mais je ne les fais pas intervenir dans la politique, je veux juste que les gens se renseignent sur la problématique de la congélation d'embryons, juste qu'ils se renseignent, mais de toute manière, la question ne se pose presque plus avec la congélation d'ovocytes. D'accord. Donc toi, tu veux plutôt dire que tu t'opposes à l'extension de la PMA pour ce qui est en train de se passer actuellement. C'est ça, en C'est fait. ça, je suis contre l'élargissement de la PMA pour femmes seules, pour couples lesbiens et aussi donc la Donc, GPA. évidemment, je suis en désaccord. Alors, je vais commencer par répondre sur ce qui est pour moi le plus simple, puisque la principale raison que je peux voir pour laquelle tu peux t'opposer à la permission pour les couples lesbiens d'avoir des enfants par cette méthode, c'est potentiellement l'absence du père et potentiellement l'idée, je ne sais pas si tu l'as, hein, je ne veux pas mettre d'idée dans ta bouche, mais l'idée selon laquelle un couple homosexuel ne peut pas élever son enfant de la même manière qu'un couple hétérosexuel. Est-ce que j'ai raison dans ce que j'interprète de tes propos? En partie, oui. Je suis effectivement opposé, tout simplement car je suis contre la création d'enfants sans père, pour de nombreuses raisons que j'exposerai une fois que tu auras un petit peu prolongé ton discours. Et pour ce qui est de l'éducation des homosexuels, je ne considère pas ça comme un argument tout à fait important pour les homosexuels, car ça n'est pas encore prouvé. Il n'y a pas de consensus d'un côté ou de l'autre, et j'expliquerai après pourquoi je dis ça. Voilà. Alors, je me permets de dire qu'il n'y a pas actuellement de preuve, quelle qu'elle soit, qu'un enfant qui est élevé par un couple est homosexuel souffre de quelconque séquelle du fait de ne pas avoir de père. Ça, je pense que tu peux être d'accord avec moi. Il y a bien sûr des études qui vont dans ce sens-là, mais elles sont très rares. Et la plupart des études et des méta-études sur le sujet tendent à indiquer qu'un enfant élevé par un couple homosexuel aura un comportement psychique et une attitude ensuite dans la vie qui s'approche ou qui est quasiment la même que celle d'un enfant élevé par un couple hétérosexuel. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Non, c'est faux. Je ne sais pas d'où vous sortez vos chiffres exactement. Moi, j'ai fait des recherches qui vont aussi dans votre sens. Effectivement, on a des méta-études, notamment celle de l'APA, qui montrent qu'il n'y aurait pas de différence entre l'éducation assurée par des homosexuels et des hétérosexuels dans le développement de l'enfant. Mais cette méta-analyse, qui est la plus souvent citée, a été très critiquée par deux synthèses. Une première synthèse critique
de Monsieur Loren, et une deuxième beaucoup plus sérieuse de 80 études, là pas on compte une soixantaine je crois, de Thomas Schofield, sur 80 études, et qui montre tout d'abord qu'il y a un biais absolu de publication en faveur des études pro-gay, qui montre également qu'il y a des troubles émotionnels et plus d'isolement social à partir de l'adolescence de manière légère, certes, mais existante. Et il faut savoir que la discrimination à l'égard des familles homosexuelles a été neutralisée dans ces études pour conclure à cela. Et surtout, on a prouvé qu'il y a une grosse différence dans comment les enfants éduqués par des parents homosexuels s'identifient en termes de genre et en termes d'orientation sexuelle. Alors, ces études sont évidemment critiquées également, mais celles de l'APA ont un échantillon très faible, alors que ces études ont un bien meilleur échantillon. Mais elles sont quand même critiquables. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de consensus. Et quand il n'y a pas de consensus, je propose d'appliquer le principe de précaution pour les enfants, c'est-à-dire attendre d'avoir des études plus sérieuses et plus de recul dessus pour établir si oui ou non il y a une différence dans l'éducation assurée par les parents homosexuels. Alors, j'ai déjà admis qu'il y avait des études qui allaient dans le sens contraire, mais encore une fois, sur l'ensemble des méta-analyses, tu pourras regarder. Je crois que la proportion d'analyses qui indique les résultats que tu donnes sont faibles. Après, il faudrait que je vérifie parce que je n'ai pas le pourcentage exact. Mais le consensus scientifique actuel, tu peux dire que j'ai tort, mais le consensus scientifique actuel est qu'il n'y a pas de, euh, de séquelles particulières pour des enfants qui seraient élevés par des parents homosexuels. Non, c'est faux. J'ai regardé les différentes méta-analyses et effectivement, des très sérieuses considèrent qu'il y a une différence et des très peu sérieuses considèrent qu'il n'y a pas de différence. Cependant, elles restent relativement faibles par rapport, et on n'a pas assez de recul par rapport à ce qu'on pourrait attendre d'études, tout simplement parce que les échantillons sont trop faibles. Et surtout, comme le prouve Thomas Schofield, donc chercheur à l'Université de Los Angeles, il y a un biais de publication en faveur des études pro-gay, parce qu'il y a peut-être de l'activisme ou des questions idéologiques. Donc non, il n'y a pas de consensus. C'est entièrement faux de le dire. Et puis voilà, je peux utiliser plusieurs méta-analyses. J'ai parlé de la synthèse critique de Monsieur Loren, j'ai parlé de Thomas Schofield, et je sais que tu te bases principalement sur l'APA, c'est 60 à 70 études, je ne sais plus exactement, avec des échantillons qui sont extrêmement faibles, faits sur 5 à 10 familles, seulement dans des classes très aisées, chez des femmes lesbiennes, blanches, et avec des groupes de contrôle qui semblent un petit peu biaisés également. J'ai du mal à voir ce que la race a à faire dans un débat sur l'homosexualité. C'est pas une question de race, c'est une question qu'aux États-Unis, on prend majoritairement des lesbiennes blanches pour faire ces études. Alors, on peut dire que ça n'a rien à faire, je prends juste les termes de l'étude exacte. Donc, on prend effectivement des lesbiennes blanches pour le faire. Alors, maintenant, qu'il y ait une incidence ou pas, c'est pas important, mais de classe aisée, du moins, tu considéreras que c'est important, je pense. Mais tu peux considérer que c'est important qu'une personne soit de classe aisée, peu importe son orientation sexuelle. Hein. C'est quelque chose Peut-être, qui. mais il faut mais pour permettre une meilleure étude, il faut prendre une population générale pour la comparer à la population générale d'en face. Parce que là, on a des biais d'échantillonnage absolus qui montrent aussi que le groupe contrôle, donc c'est-à-dire la population avec laquelle on va comparer, est faite sur des groupes qui mélangent famille monoparentale, hétérosexuels, mariés, non mariés. Alors, il n'y a pas de groupe contrôle fiable. Donc, ces études on n'a pas encore assez de recul, et comme je l'ai dit, tant qu'on n'a pas assez de recul, je propose de ne pas d'appliquer le principe de précaution. Et avant de te redonner la main, je vais lire pour toi la synthèse de l'Académie nationale de médecine française, qui déclare que l'Académie nationale de médecine reconnaît la légitimité du désir de maternité chez toute femme, quelle que soit sa situation, mais elle veut souligner que si l'invocation de l'égalité des droits de toute femme devant la procréation est compréhensible, il faut aussi, au titre de la même égalité des droits, tenir compte du droit de tout enfant à avoir un père et une mère dans la mesure du possible. Sur ce point, il y a donc une rupture volontaire d'égalité entre les enfants. À ce titre, la conception délibérée d'un enfant privé de père constitue une rupture anthropologique majeure qui n'est pas sans risque pour le développement psychologique et l'épanouissement de l'enfant. Et attention, ça va nous intéresser, l'argument régulièrement avancé pour rejeter le risque pour l'enfant se fonde sur certaines évaluations, essentiellement dans quelques pays anglo-saxons et européens, faisant état de l'absence d'impact avéré sur le devenir de l'enfant. L'Académie nationale de médecine ne juge pas très convaincantes ces données au plan méthodologique, en nombre de cas et en durée de l'observation sur des enfants n'ayant pas toujours atteint l'âge des questions existentielles. L'Académie nationale de médecine, elle est composée principalement de chercheurs et de médecins, notamment de psychiatres,
Non, mais Et il conclut que ces études ne sont pas sérieuses, en plus de présenter des biais de publication. Donc, pour le moment, je propose le principe de précaution, le principe de prudence. Voilà. Merci à vous deux. Il est vrai que la recherche est encore assez contrastée. Il y a des études qui vont dans les deux sens. Mais je vous propose d'avancer maintenant. Tout à l'heure, vous avez abordé, brièvement, certes, mais la loi bioéthique. Qu'en pensez-vous? Je redonne la balle à Adrien. Globalement, je suis assez d'accord avec, avec la plupart des principes qui sont disposés dans la loi. Il me semble que le gouvernement fait assez attention à combiner à la fois les progrès technologiques avec une certaine prudence et un certain but de protection des droits humains fondamentaux. Donc, j'ai pas de problème majeur avec la loi. J'attends une potentielle critique de Raphaël sur le sujet. Et de ton côté, Raphaël? Bon, j'ai suivi tous les débats de bioéthique et j'ai suivi donc le dernier projet de loi. Donc c'est un projet de loi pour l'instant à l'Assemblée nationale. J'ai regardé notamment le texte adopté par la Commission, qui va être renvoyé devant le Sénat une dernière fois, avant de repasser une ultime fois devant l'Assemblée nationale le 29 juin pour être promulgué. Et je ne me fais pas je ne me fais pas d'illusions, le projet de loi sera adopté. Alors, je suis fondamentalement opposé évidemment au projet de loi qui permet la création d'enfants sans père. C'est-à-dire que sous couvert d'aller pour l'égalité entre les femmes, c'est-à-dire femmes homosexuelles et hétérosexuelles, de procréer pour qu'elles aient toutes le même droit d'avoir des enfants, je tiens à noter que le droit à l'enfant n'est pas un droit qui existe. En revanche, il y a un droit qui existe, c'est le droit de l'enfant de disposer d'un père et d'une mère. Et ce projet de loi institue la création délibérée d'enfants sans père. Et on n'a pas le droit de priver des enfants de leur père comme ça, juste par volonté des parents d'avoir des enfants. De même que les méthodes de financement me déplaisent, mais on en parlera plus tard. Ça, je pense que bon, on en reparlera, oui. Sur le fait de donner donc de créer des enfants sans père, comme ce que tu dis, je trouve qu'il y a un peu d'illogisme à considérer qu'on ne peut pas, dans notre société actuelle, avoir des enfants sans père, comme tu le dis, dans la mesure où il me semble que justement la société évolue de telle sorte que les familles monoparentales sont de plus en plus nombreuses avec ou sans la présence de PMA. Enfin, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Que, en suivant ta logique, tu pourrais tout aussi bien dire que le divorce devrait être interdit ou rendu plus difficile parce que ça rend souvent sans père des enfants ou alors que ça crée des familles justement monoparentales de la même manière. Je vois mal en quoi le fait technologique derrière la PMA change la manière dont la société marche déjà actuellement, si tu veux. À partir du moment où tu acceptes l'état de fait de ce qu'est la société d'aujourd'hui, ce que moi je fais parce que je considère que ça permet à chacun d'avoir le droit à sa responsabilité individuelle, d'avoir le droit de prendre ses propres décisions, je pense que tu es obligé de considérer que cette PMA n'est qu'un outil pour permettre à certaines personnes d'avoir ce dont jouissent déjà l'ensemble de la population. Tu comprends? Parce que Alors, si on parlait d'une société, la société des années 50, et que tu me tenais le même discours, je pourrais l'entendre, parce que à l'époque, l'idée même d'avoir une famille monoparentale était presque inimaginable. Mais aujourd'hui, où on voit bien qu'elles existent, ces familles monoparentales, le fait que deux femmes et un enfant, c'est déjà, si tu veux, plus une famille, toi que tu devrais être d'accord avec ça, que, par exemple, des deux parents hétérosexuels qui divorceraient. On est d'accord? non, je ne vois pas spécialement pourquoi je serais d'accord, à moins de considérer donc que tu considères à ce propos qu'une famille monoparentale est moins une famille qu'une Non, famille avec 2 parents. Dans ce cas-là, je vois pas ton propos. non, 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 je me mettais dans ton raisonnement, puisque tu bases ton raisonnement sur le fait que cela va créer des familles monoparentales. On est d'accord. Bon, Mais je tu fais vas-y, finis et je répondrai à as ta question. aussi admis que ces familles monoparentales existent déjà, Mmh que c'est déjà un état de fait. mh. Donc, c'est ce que permet la PMA. Et c'est un état de fait de société, un état de fait qui est aussi admis par la loi. Donc, ce que permet cette PMA ne crée rien de neuf. Elle se contente de donner la possibilité à toute personne qui désire avoir des enfants d'en avoir. C'est dans la logique de ce que fait la société depuis 60 ans. Tu peux dire que c'est mauvais depuis le départ, mais tu vas devoir revenir sur beaucoup de réformes sociales qui sont déjà acquises. Bon,
Tout d'abord, je vais revenir sur un propos un peu absurde que tu as tenu en disant qu'en 1950, tu aurais accueilli mes propos. C'est entièrement faux. Les familles monoparentales existent depuis toujours et je pense que quand on revient de la Seconde Guerre mondiale et avant de la Première Guerre mondiale, les familles monoparentales existaient déjà bien avant puisque les pères étaient envoyés se faire tirer dessus. Donc déjà, les familles monoparentales existent même d'il y a un siècle ou deux. Deuxièmement, il y a une différence sincère entre la volonté de créer des enfants sans père et des accidents de la vie qui font que les enfants sont sans père. Pour les familles divorcées, en général, nous avons conclu qu'il vaut mieux pour un enfant d'être dans une famille de divorcés que dans une famille qui a envie de divorcer mais qui ne le fait pas et d'être exposé potentiellement à des violences au domicile. Donc, les familles monoparentales existent. Les couples homosexuels peuvent adopter, les femmes seules peuvent adopter, c'est certain. En revanche, les enfants sont déjà là. Et la solution, c'est de faire au mieux. C'est-à-dire que on ne va pas interdire à des enfants d'exister parce qu'ils n'ont qu'une mère ou parce que leurs parents sont divorcés. Et on va préférer que des enfants orphelins soient adoptés par une femme ou deux hommes ou un homme et une femme. On va préférer qu'ils soient adoptés plutôt qu'ils restent orphelins. Donc, les familles monoparentales existent, oui, mais on appelle ça des accidents. Et là, il y a un renversement majeur qui fait que la loi institue sur le fait que des accidents existent et font que des enfants n'ont pas de père, eh bien nous allons instituer le droit de créer des enfants sans père. C'est différent. Nous avons d'un côté une situation qui est arrivée par un accident et à laquelle on répond de la meilleure des manières possibles, c'est-à-dire en leur assurant un foyer, que ce soit par l'adoption ou par le divorce, un foyer stable. Et de l'autre côté, créons des foyers sans père. C'est complètement différent et le droit doit aussi faire ce qui est le meilleur pour sa population et ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur de créer des enfants sans père, c'est-à-dire des enfants qui partent avec un désavantage dans la vie. Et je dirais même que ça remet en question les fondements de notre société. Pourquoi je dis ça? Le premier article de la Déclaration des droits de l'homme, c'est les hommes naissent libres et égaux en droit. Or là, nous instituons la naissance d'enfants avec un droit en moins, c'est-à-dire le droit en moins d'avoir un père. Et c'est capital. Et je peux très bien expliquer pourquoi c'est capital. L'absence du père est très fortement corrélée, et j'ai des milliers d'études pour le prouver que je peux te citer, avec des moins bons résultats à l'école, du décrochage scolaire, selon une étude de 2012 d'Edward Kruk, avec des comportements à risque, plus de criminalité avec violence, de viol, de harcèlement scolaire, que ce soit du côté du harceleur ou de l'harcelé, et cela même en enlevant toutes les autres caractéristiques qui sont par exemple de la classe sociale. C'est le facteur déterminant le plus important de corrélation, selon une étude de Robert Coombs, avec la dépendance à la drogue. C'est le facteur le plus important, au-delà même de la classe sociale ou du harcèlement scolaire, selon une étude de Carven Cohen, avec le suicide chez les adolescents. L'absence de père. Aux États-Unis, c'est 63% des suicides des jeunes, 90% des SDF chez les jeunes. Je finis. 85% des enfants avec des problèmes comportementaux. 80% des violeurs dus à des problèmes de gestion de la colère. 70% des abandons au lycée sont d'enfants sans père. 80% des jeunes en prison sont des enfants sans père. Et même après contrôle et neutralisation d'autres critères comme la classe sociale, on observe encore ce phénomène. Alors on peut dire que c'est dû à l'abandon du père ou la perte d'un père, peut-être, mais encore une fois, principe de précaution. Et deuxièmement, les questions existentielles que se posent les enfants nés de dons, et elles se posent, c'est prouvé, on a des milliers d'études qui le prouvent, peuvent aussi provoquer ces problèmes. Donc non, l'absence d'un père, c'est capital. Très bien, Adrien, avant de te redonner la parole, j'aimerais que tu répondes principalement sur un point afin d'avancer. Jusqu'ici, dans ton discours, tu n'as pas fait sentir qu'il y avait une différence entre une famille monoparentale et une famille composée de deux parents. Donc là, on s'axe principalement sur le fait qu'il y a deux parents, peu importe leur sexe, même des couples lesbiens ou homosexuels. Est-ce que tu es en accord avec Raphaël sur le fait qu'avoir une famille monoparentale expose l'enfant à plus de problèmes qui pourraient être socio-économiques, mais encore aussi du point de vue de la criminalité, qui ont été les arguments principaux qu'a avancé Raphaël? Oui, pour moi, là, c'est un point où je vais être d'accord à titre personnel. Je pense qu'on peut dire que c'est une certitude que il est plus important pour un enfant d'avoir deux figures parentales que d'en avoir qu'une, puisque c'est plus difficile d'éduquer un enfant seul qu'à deux. C'est quelque chose qui est évident
et je pense qu'on va être d'accord sur ce point, il y a pas de vrai débat là-dessus. Maintenant, je vais poser cette question. Est-ce que Raphaël dit effectivement qu'il y a plus de problèmes, même pour les familles plus aisées, dans les familles monoparentales. Même si je crois que ces problèmes sont en grande partie amenuisés, mais je suis d'accord qu'il y a quand même plus de problèmes en proportion dans les familles monoparentales que dans les familles biparentales. Ça, je reconnais sous cet état de fait. La question que je veux poser, c'est est-ce que l'existence ou non de la PMA pour toutes, qui s'étendrait même jusqu'aux femmes seules, changerait fondamentalement un phénomène qui existe déjà. Je m'explique. La femme seule qui veut avoir un enfant, ne peut-elle pas avoir cet enfant de la même manière que la PMA existe ou non? C'est-à-dire que si une femme seule désire avoir un enfant seule, en France actuellement, cela lui est possible. Et c'est pire Bien sûr, encore, bien sûr, cela lui est déjà possible, on est bien d'accord. sûr, bien sûr, tout à fait. La PMA, encore une fois, n'est qu'un outil qui a mis à cette disposition de ces femmes. Le fait qu'il peut être contre la présence de cet outil, moi-même, je vais te dire, je ne trouve pas souhaitable pour la société qu'il y ait plus de familles monoparentales. Nous Pour sommes les d'accord, très chrétiens, bien. c'est différent parce que je considère que ce sont des couples et qu'ils sont présents à deux pour s'occuper d'un enfant. Et même si, comme tu l'as dit précédemment, il y a des études qui peuvent faire douter de cet état de fait, personnellement, je me place plus dans l'idée que il n'y aura pas de problème majeur lié au couple homosexuel. Mais Très bien, peut-être que je dans me ce cas-là, trompe. j'ai une autre question juste avant que tu continues ton raisonnement. Tu as posé que tu n'es pas en faveur qu'il y ait plus de familles monoparentales. Donc, est-ce que tu serais pour la mise en place, par exemple, de conditions pour recourir à la PMA, comme un salaire minimum, un certain statut professionnel ou ce genre de choses? Alors, c'est là où je pense qu'on allait en venir ensuite, c'est que là où le gouvernement prévoit une PMA qui soit remboursée par la sécurité sociale, de ce que j'ai lu, Effectivement. évidemment pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas logique. Même si le désir d'avoir un enfant est quelque chose qui se comprend, ce n'est pas un souci de santé majeur, ce n'est pas un problème de santé qui doit être traité absolument pour la survie de ces personnes. Et donc pour moi, il est tout à fait normal, si quelqu'un désire avoir un enfant par cette méthode, qu'il paye de ses propres fonds un laboratoire privé ou un hôpital privé, de manière à avoir cet enfant. Donc il est évident que cette demande de fonds permettra aussi de filtrer les milieux socio-économiques des personnes qui auront accès à la PMA et à la GPA. Ça peut être vu comme une injustice par les personnes qui en ont besoin, je le comprends, mais pour moi, c'est une nécessité dans la mesure où c'est très difficile pour moi de justifier que l'on rembourse quelque chose qui finalement n'est pas un problème de santé. Et c'est là, j'espère qu'on sera d'accord sur ce sujet. Ça permettrait aussi en grande partie pour moi de fixer ces problèmes liés aux familles pauvres ou monoparentales qui peut-être pourront avoir des enfants grâce à cette PMA et qui, si on mettait une PMA qui soit non remboursable, justement, euh, ne prendraient pas ce risque finalement pour la construction de leur vie de famille. C'est mon point de vue sur le remboursement, en tout cas de la PMA et par extension de la GPA si cela venait à arriver. Je Raphaël, vais une réaction sur ce mode de financement? Je vais avoir une réaction plus globale. Et assez brève, pour qu'on puisse avancer, s'il te plaît. Pas de souci, pas de souci. Alors, pour ce qui est du mode de financement, effectivement, je considère que la PMA, comme au vu des problèmes qu'elle pose pour la société, surtout pour les femmes seules, ne peut pas être remboursée par la sécurité sociale, car actuellement, la sécurité sociale, la branche santé, est faite pour pallier aux maladies. Sauf à considérer que l'homosexualité ou le célibat est une maladie, nous n'avons aucune raison de rembourser la PMA pour les couples lesbiens et pour les femmes seules, contrairement aux couples hétérosexuels où ça vient pallier à une infertilité. Mais donc la PMA ne peut pas être légitimement remboursée, sinon ça veut dire faire payer la communauté pour les désirs de quelques-uns. Donc effectivement, nous sommes en accord, sur ce point, qui est que la PMA ne peut pas être remboursée par la sécurité sociale, c'est faire peser sur la majorité la volonté d'une minorité, et ce qui ne relève pas des risques de la vie que sont la vieillesse, les accidents du travail ou là, en l'occurrence, la santé. Donc effectivement, c'est très important de le dire, remboursé par la sécurité sociale, surtout compte tenu des problèmes qu'on a vus pour les femmes seules, c'est un petit peu osé
de demander aux gens de payer pour que des enfants naissent sans père et probablement aient des problèmes de développement. Pour ce qui est donc de ta solution, qui est de faire payer la PMA et la GPA. Encore une fois, je suis en désaccord totalement avec la PMA et la GPA, peu importe comment elle est pratiquée. Mais ton financement peut sembler meilleur. Cependant, cela pose un réel problème vis-à-vis des conceptions éthiques et juridiques de notre culture française qui, en opposition à la culture libérale anglo-saxonne du contrat, où rien ne peut s'opposer dans le contrat entre les individus, la culture française pose la dignité du corps humain et l'impossibilité de la marchandisation des choses. Or, la PMA payée par les populations du coup plus aisées, puisque la PMA a quand même un coût non négligeable, c'est assimiler l'enfant à un bien. Alors non seulement l'enfant naît sans père, mais en plus il devient réellement un bien. C'est-à-dire que désormais, si cette loi passe avec tes conceptions, ce qui ne va pas arriver heureusement, nous aurons des femmes de 30 ans, 35 ans qui, après une carrière relativement correcte, pourront décider de se payer un enfant. Et non, je suis désolé, je suis contre l'esclavage, je suis contre l'objectification du corps humain, et je considère qu'il y aurait un pas franchi de la dignité. Alors, Or, je sais très bien que toi, tu es pour des conceptions qui sont logiques vis-à-vis de ton logiciel politique ultralibéral que tu assumes et cosmopolite. Tu es très influencé par la culture anglo-saxonne du contrat entre les individus, et je comprends donc que tu sois pour. Moi, en revanche, je pose la dignité absolue du corps humain au-delà même de la liberté des femmes à avoir des enfants, car je rappelle que les droits de l'enfant sont supérieurs, et, et je pose qu'il s'agirait d'une dérive potentiellement, puisque permettre d'acheter des enfants ainsi, c'est aussi le mettre évidemment entre les mains soit de cliniques privées ou publiques, hein. C'est déjà le cas avec le remboursement de la PMA. Si la PMA est remboursée, ça pourrait être fait via des cliniques privées ou publiques. Or, ça pose un réel problème à partir du moment où on entre dans une logique de paiement, parce que on arrive dans des logiques complètement eugénistes, dans des cliniques privées qui pourront proposer des services de de meilleure ou de moins bonne qualité. Et d'ailleurs, c'est déjà en marche pour des raisons que j'expliquerai un petit peu plus tard, car je ne veux pas abuser du temps. Merci, j'allais un peu t'arrêter. Jusqu'ici, nous nous sommes principalement concentrés sur la PMA, mais grâce à toi, Raphaël, on a pu faire une petite transition sur la GPA. Tu as posé la question de la libéralisation du corps humain, donc sa marchandisation. Euh, on sait que tu es plutôt en faveur, Adrien, mais émets-tu des réserves et des limites face à cette marchandisation, ou pour toi, dans une conception libertarienne, tout peut être marchandé? déjà, je vais reprendre ce qu'il a dit. Là où il a raison, c'est que on peut considérer que le fait de payer pour la PMA et pour la GPA soit nécessairement une marchandisation du corps humain. Il faut rappeler le principe de non-patrimonialité du corps humain Mhm. dont Raphaël a parlé, qui est l'idée qu'on ne peut pas acheter une partie d'un corps humain ou le corps humain lui-même, puisque comme Raphaël l'a dit, l'esclavage n'est quelque chose qui n'est plus accepté dans notre société, et pas que dans la société française d'ailleurs, hein. Bien sûr. Il faut quand même rappeler que même aux États-Unis, si tu veux acheter quelqu'un, bon, on est d'accord. Mais on va partir de ce principe de non-patrimonialité du corps humain et montrer pourquoi, et c'est validé non seulement par le droit français et par la Cour européenne des droits de l'homme, je pense que tu le comprends mal. Et je vais expliquer pourquoi je pense que tu le comprends mal, parce que c'est très important. Le principe de non-patrimonialité du corps humain, en fait, dit que tu ne peux pas vendre ton corps. Et j'explique pourquoi. Tu ne peux pas, par exemple, en donnant ton sang, recevoir d'une somme d'argent en échange de de ce don de sang. Tu ne peux pas non plus, quand tu fais un don de sperme, quel qu'il soit, hein, même dans une PMA pour un couple stérile, Oui, tel que c'est actuellement, tu ne peux pas recevoir d'argent en échange de ton don de sperme. bien sûr. Si tu dois faire un don d'organes in vivo, c'est-à-dire un don de rein, ce sont des dons qui sont quand même assez lourds, hein. Il y a une chirurgie derrière, c'est quelque chose qui a un impact sur l'individu. Tu es d'accord? Effectivement. Oui, tout à fait. Là encore, tu ne reçois pas d'argent sur ton don. Oui, Pourquoi? Parce que le principe de non-patrimonialité du corps humain s'applique expressément à ce don. Et pourquoi ça s'applique expressément à ce don? C'est que le problème éthique en France, et beaucoup moins aux États-Unis et en Angleterre, mais on y reviendra parce que je vais même plus loin, je suis d'accord, je rejoins un peu la vision américaine, la vision anglaise du sujet, mais même en France, le don est possible.
Donc, tu peux considérer qu'une femme qui veut donner le droit, si tu veux, une femme qui se rendrait à un hôpital de manière altruiste pour dire je souhaite être porteuse dans des cas de GPA et qui ne recevrait pas d'argent dans ce cadre-là, ça n'empêcherait pas pour autant l'hôpital de faire payer au client pour le service. Tu es d'accord? Et on rejoint à ce moment-là un principe qui est complètement accepté dans le droit français, puisque la non-patrimonialité n'est pas rompue. L'entreprise, la clinique peut faire payer le service sans donner de récompense pécuniaire à celui qui fournit le don. Tu es d'accord? Bien sûr, mais ce n'est pas exactement ce que je voulais dire, mais je te laisse continuer. Bon, maintenant, on va partir sur le point qui, je pense, te dérange. Et je vais essayer d'être le plus honnête possible. Moi, je considère qu'il faut donner la possibilité aux femmes qui le veulent de recevoir des sommes d'argent en échange d'une gestation pour autrui. Et je vais partir du principe suivant. Déjà, il faut comprendre que c'est un choix qui est difficile pour le corps de la femme, c'est vrai. Mais si c'est un choix volontaire et réfléchi, elle est en son âme libre et consciente, tant qu'on a bien sûr qu'il n'y a pas de pression sur elle et que on ne peut pas mettre ce besoin sur des influences, ça on sera bien d'accord. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'user de son corps comme il le désire. C'est un autre principe qui n'est pas le principe de non-patrimonialité, mais le principe de la, je crois que c'est la réification des corps, mais de la responsabilité et du contrôle de son propre corps. Et donc, on ne peut pas empêcher une femme qui le désire d'avoir un enfant pour quelqu'un d'autre. Je pense qu'on sera d'accord sur ce point de vue-là. Et en fait, les deux principes qui s'opposent, ce principe de non-patrimonialité et ce principe de possession de son propre corps et de la capacité qu'on a d'utiliser notre propre corps et d'en faire ce que l'on veut, s'opposent. Et la question, c'est où mettons le curseur? Toi, tu mets le curseur en faveur de la non-patrimonialité pour des raisons que je peux comprendre. Et moi, je considère que chacun a le droit de disposer de son propre corps. Et à ce titre, tant qu'il n'est pas sous pression, on doit lui donner ce droit. J'aimerais revenir sur un point juste avant de redonner la parole à Raphaël. Euh, pour toi, ce qui prime, c'est la liberté des individus et de faire ce qu'ils veulent de leur corps et de leur choix. On est bien d'accord? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Dans le cadre des mères porteuses, le plus Oui. souvent, ce sont des femmes qui ont un statut socio-professionnel assez précaire. Est-ce que tu penses qu'il s'agit véritablement d'un choix très éclairé ou plutôt d'un manque de potentialité, si j'arrive à le dire? Alors, je vois la critique que tu fais ici, et elle est réelle. Il est vrai que les mères porteuses seront probablement, si cela arrive en France, des personnes de statut socio-économique inférieur. Je pense qu'on ne peut pas en France dire, tant que ce sont des personnes qui sont évidemment en situation légale, qu'il y a une telle pression socio-économique que cette marchandisation, ça se comparerait de marchandisation du corps au sens euh, que ces personnes ne seraient pas en possibilité de s'en sortir autrement. Le problème est autre quand on parle d'autres pays. Si on parle de l'Inde, si on parle de la Russie où la GPA est légale, par exemple. Là, on peut parler de pays dans lesquels certains Français vont d'ailleurs pour obtenir une GPA, ce qui est un gros problème, même actuellement, hein, je pense qu'on sera d'accord. Là, on peut avoir un problème sur les pressions qui peuvent être faites sur les corps des femmes et le principe de non-patrimonialité serait plus important. Mais dans un pays libéral, dans un pays où il y a des choix, il y a des options, je pense qu'on ne peut pas dire que soit un problème majeur. Une réaction, Raphaël? Bon, déjà, le principe de non-patrimonialité du corps, je suis d'accord, il se pose, mais il se pose pas non plus uniquement, et là tu as encore fait cette erreur, tu l'as uniquement posé du point de vue de la femme qui a le droit de donner, de proposer son service gratuitement, de porter l'enfant de quelqu'un et auquel on n'aurait pas le droit de dire quoi que ce soit. Il y a encore une erreur, parce que c'est la même erreur qu'on fait sans arrêt dans ce débat sur la PMA, mais aussi sur la GPA. Cette conception de la chosification du corps ne se fait pas seulement pour la femme, mais se fait avant tout pour l'enfant, parce que l'on paye pour avoir un enfant. Et ça arrivera dans tous les cas. Ça arrivera dans tous les cas de faire payer la femme pour ce service et de faire que la femme, son corps, soit son outil de travail. Ça arrivera dans tous les cas que les dons de sperme finiront par être payants ou pour d'autres raisons, et je vais les expliquer tout de suite. Je vais expliquer tout de suite. Je vais te demander, Adrien, je vais te poser deux questions rapidement. Est-ce que tu as déjà donné ton sang? Non, jamais.
Jamais. Et est-ce que tu as déjà donné ton sperme? Jamais. Bien. Eh bien, écoute, pour ce qui est du sang, les Français sont assez généreux. Mais pour ce qui est du sperme, ça n'est pas exactement le cas, malgré certaines campagnes. En 2016, selon une étude, on n'avait que, selon les statistiques officielles, on n'avait que 375 donneurs. Et il faut savoir qu'on limite à seulement 10 fécondations par donneur pour éviter des problèmes de consanguinité, entre autres. Et en fait, il manque de donneurs déjà maintenant, alors que la PMA n'est pas ouverte aux femmes lesbiennes et aux femmes seules, nous manquons déjà de donneurs. Alors, Et donc, si on ouvre le droit aux femmes seules et aux femmes lesbiennes d'avoir des enfants avec la PMA, sous couvert de dire qu'elles ont les mêmes droits, nonobstant les droits de l'enfant, donc sous couvert de dire qu'elles ont les mêmes droits, alors on ne peut plus refuser des PMA à telle ou telle personne pour des pénuries et on sera amené, sauf à scandale, d'acheter, soit de demander aux donneurs français de donner leur sperme et en échange on les paiera, soit on ira acheter du sperme étranger, on ira importer du sperme, ça deviendra une denrée, c'est formidable, et à partir de là, on va avoir encore des questions de chosification du corps. Et pour la GPA, il y a une enquête qui a été menée par la Manif pour tous. Alors oui, certes, c'est une source biaisée, mais l'enquête est intéressante. La GPA a été... il y a plusieurs pays qui autorisent la GPA et en fonction de certains pays, ça diffère. Et notamment, il y a des pays qui ont organisé la GPA, comme tu dis, avec la gratuité des femmes. Les femmes font comme elles le veulent pour leurs parents ou juste pour aider des gens, mais ne sont pas payées pour ça. Et l'enquête de la Manif pour tous porte sur le cas de la Thaïlande, avec une tentative de régulation de la gestation pour autrui. Les raisons de cette régulation, parce qu'à l'origine, la GPA en Thaïlande était pratiquée comme elle l'est aux États-Unis. Pourquoi il y a eu cette tentative de régulation? C'est dû à 3 affaires. La première affaire, c'est l'affaire Gami. Pour cette affaire, c'était un couple australien qui sont allés en Thaïlande avoir des enfants. Ils ont utilisé une mère porteuse pour avoir des jumeaux. Et à la naissance, la jumelle était parfaite, ils l'ont pris, et le jumeau était trisomique. Alors ils ont décidé d'abandonner le jumeau. La deuxième affaire, c'était l'usine à bébés de Bangkok. C'est un fils d'un milliardaire japonais qui a inséminé une quinzaine de femmes thaïlandaises pour se faire des enfants. Et la troisième affaire, c'est l'affaire de l'usine à bébés, encore une fois à Bangkok, de femmes vietnamiennes qui avaient été mises en place et qui avaient été dénoncées par l'Alliance antitrafic. Donc il y a eu une volonté de régulariser, de contrôler la gestation pour autrui. Et malgré cette régularisation, du fait du manque de mères porteuses, il y a d'innombrables agences qui officient encore en Thaïlande et qui proposent aux couples de choisir le sexe de l'enfant et qui, à travers des correspondances entre divers pays, le Laos, la Thaïlande et les États-Unis, se cachent derrière la législation en place de la GPA pour officier et mettre des dizaines de femmes dans des appartements pour les faire se reproduire. Alors, en fait, ça montre que même si on essaye d'encadrer la GPA, quoi qu'il arrive, en se cachant derrière la législation d'être une GPA par altruisme, voilà, une GPA par altruisme, en se cachant derrière ces principes juridiques, des agences arrivent à se cacher et vont effectivement faire payer les couples pour rémunérer les femmes qui vont devenir littéralement des machines à enfanter. Et je ne suis pas sûr que ce soit un progrès. Nous sommes de retour et je vais donc maintenant prendre une question du chat que j'ai vu qui était assez intéressante. Un de nos auditeurs nous a fait remarquer que les couples homosexuels passaient beaucoup de temps à détourner la législation en vigueur. Et de cela, une autre question se pose. Imaginons qu'un cadre légal se crée en France sur la PMA, sur la GPA, ce qui est déjà en train de se faire. Oui. Il y aura quand même un phénomène d'arbitrage. Il est possible que les coûts soient bien plus faibles dans les autres pays. Que répondrais-tu à ça, Adrien? On parle donc alors, déjà, la GPA, la PMA telle qu'elles sont annoncées en France serait remboursée. Enfin, surtout la PMA telle qu'elle est annoncée en France serait Oui, la PMA pour l'instant. serait remboursée. Je suis allé un peu trop loin dans mon idée. Mais, Dans l'horreur. c'est ça. Donc, mais pour l'instant, elle serait remboursée. Donc, le problème de concurrence n'existe pas. Maintenant, en supposant qu'un principe de concurrence se mette en place, je pense que
c'est une possibilité. Et je ne vais même pas cacher que ça peut être problématique sur un point de vue même humanitaire, mais c'est un problème qui existe déjà. Que la PMA ou la GPA soit légale ou non en France, il faut comprendre que les couples qui veulent vraiment obtenir une PMA et un GPA à l'étranger s'y rendent déjà. Donc, le fait de leur offrir la possibilité de le faire en France est déjà un progrès, en tout cas pour les couples qui ne sont pas, comme Raphaël le citait avec le phénomène de la Thaïlande, particulièrement intéressés euh, par même le choix d'enfants et ce genre de choses, et que la plupart des couples qui choisiraient de vraiment vouloir un enfant iraient le faire en France si ça leur était disponible. Je ne sais pas si c'est vrai, mais le fait de l'autoriser en France est au moins une possibilité que moins de personnes en réalité se rendent à l'étranger. Et là, je pense que tu seras d'accord avec moi. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord de dire que si on le fait en France, les gens iront moins à l'étranger pour le faire, c'est tout à fait probable. Maintenant, donc, deux choses. Premièrement, sur les possibilités d'une concurrence. Donc, comme on l'a dit, actuellement, on part sur un remboursement de la PMA, à laquelle je suis opposé évidemment, enfin auquel je suis opposé évidemment, comme je l'ai dit. Oui, sinon, ça pose évidemment un énorme problème. Parce que si l'avenir, c'est que le Maghreb ou l'Afrique, du fait des conditions de vie là-bas, permettent d'avoir des mères porteuses à moindre frais et que ça devienne des usines à bébés pour l'Europe et les États-Unis, ça n'est pas franchement l'Eldorado de mes rêves, tout simplement. Mais je vais reprendre la première question qui est plus intéressante, je pense, c'est de dire que qu'importe la législation, dans tous les cas, même si on est restrictif, il y aura PMA et il y aura GPA. Et bien sûr que oui. Et puis il y a déjà, par exemple, des femmes actuellement qui vont en Espagne pour le faire, ou des couples gays qui vont au Canada ou aux États-Unis pour avoir des GPA. Bien sûr, c'est tout à fait clair. Alors, j'ai vu passer dans le chat dire qu'il vaut mieux que ce soit fait en France plutôt que dans une clinique obscure de Bulgarie. Bon, je vous rassure, les conditions de naissance, si on parle des États-Unis ou de l'Espagne, ça va globalement. Si on parle de l'Ukraine et de la Thaïlande, évidemment, c'est autre chose. Et le fait que des gens fassent des délits ou fassent des crimes, parce que peu importe vos conceptions éthiques, peu importe vos opinions, hein, il y a des délits, il y a des crimes. Par exemple, je suis contre certaines lois qui condamnent à la liberté d'expression, mais si je vais à l'encontre de ces lois, je commets quand même un délit ou un crime. Donc, même qu'importe si les gens font des délits ou des crimes, nous n'avons pas à légiférer pour eux. Nous avons à légiférer pour l'intérêt supérieur du pays. Donc, nous n'avons pas à cautionner ces actes. Très bien, une dernière question qui sera pas des moindres, qui va porter sur le droit des enfants. À votre avis, imaginons que la PMA et la GPA soient légalisées. Faudrait-il modifier le droit des enfants? Sous quelle forme? Et je vais donner la parole à Adrien pour ça. Est-ce que je peux rapidement répondre à ce qu'il a dit juste avant et je réponds tout de suite après sur le droit des enfants? Oui, quand même, mais je compte Oui, sur toi pour être assez c'est juste, expéditif. juste pour répondre. Toi, tu mets en premier l'intérêt supérieur de la nation et donc l'idée que la loi ne doit pas évoluer. Moi, je considère que si la loi n'impacte que l'individu concerné d'une manière négative pour lui et que ça n'a pas d'impact sur le reste de la société de manière directe, de mon point de vue, c'est-à-dire que c'est un préjudice individuel, alors il faut faire évaluer la loi vers plus de liberté. C'est évident parce que je mets le bonheur individuel au devant de ce qui serait une structure sociale ou ce à quoi tu peux penser. Maintenant, je vais répondre sur le droit des enfants parce que c'était juste ma réponse rapide. Sur le droit des enfants, évidemment, il faudra adapter l'ensemble du droit aux évolutions sociales qui auront lieu. Ce n'est pas parce qu'on ferait même payer une GPA ou que, comme Raphaël le dit, un enfant qui m'est acheté qu'il ne faudrait pas faire attention de manière spécifique à la manière dont cet enfant sera traité. Il est évident qu'il faudra peut-être faire des suivis s'il y a des GPA, des familles qui vont en avoir une de manière très précise pour savoir quelles sont leurs motivations derrière. On ne peut pas négliger la place de l'enfant, même dans une société libérale, puisque l'enfant est lui-même un individu. À partir du moment où il est né, évidemment. L'embryon lui-même ayant un statut juridique qui est, on le sait, Personne en potentiel. quoi, pardon? Oui, j'ai dit personne potentielle, le statut de l'embryon. Oui, c'est une personne potentielle, mais tu as Oui, non, mais conscience que... je disais juste que voilà, tu demandais le statut. Le Non, non, statut je ne demande pas le officiel, statut. c'est personne potentielle. Je voulais juste dire que son statut n'est pas le statut d'un être humain plein.
Ça, on est d'accord. Bien sûr. Enfin, Enfin, c'est pas c'est compliqué, c'est des questions éthiques, ça. oui, c'est des questions éthiques, mais bien sûr, mais on parle d'éthique. Donc, mais oui, sinon on est d'accord, je pense. Et maintenant, pour toi, Raphaël, je vais poser la question un peu différemment, car je sais que tu es contre la législation de la GPA et de la PMA. Imaginons que les deux soient légalisés pour tous, pour tout le monde, peu importe le statut économique, et remboursés. Quelles seraient les dérives possibles pour les enfants? Bon, premièrement, je vais moi aussi répondre rapidement à ce qu'il vient de dire sur l'impact de la société et qu'il faut privilégier les libertés individuelles. Euh, Comme je l'ai expliqué, la conception d'enfants sans père va poser un problème de société du fait des problèmes de criminalité ou de troubles sociaux qui y sont associés. Et à partir de là, il y a un intérêt dans la liberté. Si la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, déjà la liberté des parents s'arrête pour celle des enfants pour avoir des pères, mais aussi ça veut dire laisser la liberté aux gens de créer des usines à personnes déséquilibrées ou des criminels, et le coup va retomber sur la société en général. Donc il y a des questions de liberté individuelle, mais à condition qu'elles ne troublent pas l'ordre public. Or, c'est un trouble à l'ordre public. Deuxièmement, rapidement, pour un certain Azerteros qui disait que si l'Afrique deviendra une usine à mer porteuse si tu légalises, non. Eh bien, on parlait justement de concurrence entre pays qui ont légalisé, donc si, c'est tout à fait dans le sujet. Je vais répondre maintenant à la question. Alors, il y aura de fait une évolution du droit si on légalise GPA et PMA, puisque actuellement, dans la Convention internationale des droits de l'enfant, il y a marqué qu'un enfant a le droit à un père. Donc là, manifestement, il va falloir supprimer ça. L'enfant n'a pas le droit à un père, on s'en fiche pas mal de l'enfant. Donc il faudra faire évoluer le droit. Alors comment limiter les risques? J'ai envie de dire ne pas légaliser la GPA et la PMA. Maintenant, si la question c'est si on arrive à la légaliser, je dirais eh bien, revenir en arrière. Maintenant, si je n'ai pas le droit à cette réponse non plus, sachant que les lois bioéthiques vont être revues tous les 5 ans, c'est l'occasion d'en redébattre la prochaine fois à l'Assemblée nationale et de potentiellement revenir en arrière, il n'est jamais trop tard, et d'avoir peut-être un débat international pour une interdiction globale de la GPA si possible, même si je ne veux pas interférer dans les affaires de chaque pays, chacun fait comme il veut. Alors, si vraiment on doit dire que la PMA et la GPA vont exister, comment assurer aux enfants une bonne vie? Je dirais que si on a déjà passé ce cap, c'est déjà que l'enfant n'en a pas grand-chose à faire. Et donc, oui, il faudra mettre en place un suivi, mais je doute de la qualité de cette solution. Pour moi, c'est déjà un aveu d'échec terrible. Voilà. Très bien, je pense que nous allons nous arrêter ici, à part si vous avez une dernière objection, une dernière remarque à faire. Alors, on Moi, peut faire une conclusion chacun, peut-être? oui, oui, si tu veux commencer pour faire un mot pour la fin, vas-y. Oh, vas-y, vas-y. Honneur à l'invité, hein, c'est comme ça qu'on fonctionne. Bon, alors, je vais essayer de conclure. Alors, je pense que malheureusement, même si tu émets des réserves qu'on peut entendre, hein, et je suis d'accord, c'est très important qu'il y ait ce débat qui a lieu même à l'Assemblée nationale sur la PMA. C'est pas quelque chose qui doit être fait du jour au lendemain, c'est évident. Il doit y avoir des débats sur le sujet. Je pense, malheureusement pour ton opinion et heureusement pour la mienne, que nous sommes dans une évolution de société qui est inarrêtable. Il y a eu l'avortement, il y a eu l'extension des droits au divorce, euh, il y a eu le PAC, il y a eu le mariage homosexuel, et de la même manière, parce que le droit des individus euh, à être libre finalement et d'avoir un accès au bonheur est ce qui est privilégié par la société de manière naturelle, je pense qu'il y aura la PMA pour toutes très bientôt et que la GPA sera là d'ici 5 ans. Je ne sais pas si j'ai raison, hein, mais c'est la manière dont je le vois. Et je pense que c'est une évolution qui est, pour moi, souhaitable dans l'ensemble pour la société, parce qu'elle permettra aux individus d'obtenir quelque chose qui est primordial, c'est-à-dire le besoin d'en avoir un enfant. Merci en tout cas de m'avoir invité sur ce débat. J'y ai pris plaisir et c'était quelque chose de très sympathique. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de redébattre de manière plus générale, peut-être des évolutions de la société la semaine prochaine, si j'ai bien compris. À ton Alors, tour. oui, je vais essayer de conclure rapidement. Comme je te l'ai déjà expliqué, nous sommes dans deux paradigmes complètement différents. La marche de l'histoire est une marche de réaction. La monarchie absolue s'est fait en réaction à la féodalité, la révolution à la monarchie absolue, puis l'Empire et la Restauration à la Révolution, la monarchie de Juillet à la Restauration sous Charles X qui a été plus sévère, et etc., etc. Tout est une histoire de réaction et le paradigme que tu défends est une réaction. Alors, la réaction, et il y aura une réaction ensuite qui s'en suivra, et peut-être une marche arrière sur ces questions bioéthiques. Alors,
Je pense cependant que tu as d'accord. Que tu as raison, pardon, que tu as raison. Tu as raison, la PMA pour toutes déjà sera adoptée. C'est prévu le 29 juin, je ne me fais pas d'illusions, malgré l'effort de Emmanuel Ménard, par exemple, que je salue, qui pose des amendements systématiquement balayés sans réel débat. Elle aura lieu. Il y aura probablement une GPA dans 5 ans, 10 ans, c'est sûr. Il y a eu le Pax, mariage homosexuel, la PMA et bientôt la GPA. On nous dit jamais, jamais, mais ça arrivera, j'en suis certain comme toi. Cependant, je pense que ce n'est pas inéluctable et je pense qu'on peut lutter contre. Et on doit lutter contre. Dans une société qui met en avant le droit des adultes, mais qui omet complètement le droit des enfants à avoir un père, et avec tous les effets que j'ai évoqués sur la société, sur la criminalité, c'est une catastrophe. Hein. J'invite les gens à se renseigner. Nous pouvons faire marche arrière et il y a de l'espoir pour préserver la famille, sachant que l'on sait maintenant qu'effectivement la famille traditionnelle d'un couple marié, c'est la famille qui permet une meilleure stabilité. Et la stabilité dans le foyer familial et la stabilité individuelle, c'est la prémisse de la stabilité du pays, la stabilité de la nation. Et c'est avec cette stabilité qu'on pourra construire des choses plus solides, plus stables pour l'avenir et qui permettront à la France de se relever. Quant à moi, je tiens à vous remercier tous les deux pour votre participation et votre échange. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux. Comme vous avez pu l'entendre, la semaine prochaine, il y aura un autre débat qui se suivra avec les mêmes intervenants sur le sujet du progressisme. On y retrouvera notamment le féminisme, la convergence des luttes et toutes les questions qui s'y rapprochent. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux et à rejoindre le Discord pour échanger directement avec nous et éventuellement participer aux prochaines émissions. Merci à tous, au revoir.